Le principe de cet enregistrement, c'est de garder trace pour toutes les personnes qui ne peuvent pas être présentes en même temps avec nous et de pouvoir partager. Je vais vous inviter les différents intervenants qui sont là. Donc, Jean-Marie Louchet, notre directeur d'établissement, Bruno Baumal, responsable pédagogique des formations en kinésithérapie et en pédicuripodologie à l'IFM3R, Claudie Scanvion, la responsable pédagogique de la filière de podologie. Nous rejoindra aussi Cathy Freinet, qui est la chargée de coordination et d'administration au sein de la clinique de soins de podologie. Et on retrouvera aussi Baptiste Gasteuil, représentant du bureau des étudiants, pour parler de la vie étudiante des étudiants en pédicuripodologie à l'Institut. Voilà pour les informations. Je ne me suis pas présenté, je suis Paul Lyonaz. Je suis formateur et responsable, facilitateur pédagogique et responsable de la plateforme de formation à distance que nous appelons ici à l'Institut e-formation. C'est pour ça qu'on met la casquette technique, mais je suis avant tout un pédagogue et un formateur. Voilà. Et donc, je vais passer la parole à Jean-Marie Louchet. Merci, Paul. Donc, ces 60 minutes, nous allons effectivement organiser les choses de la façon suivante. Je vais redire un mot sur l'admission, bien sûr. Ensuite, je donnerai la parole à Claudie Scanvion pour nous parler du métier de pédicure podologue et donc de la formation. Et puis, nous aurons bien sûr, c'est très important, la vie étudiante. Ça commence peut-être. Je vous invite à couper votre micro. Caméra, si vous fermez vos caméras, ce n'est pas un souci, mais vous pouvez ouvrir aussi votre caméra. En tout cas, je vous invite également à utiliser, bien sûr, le chat sur le côté pour poser vos questions, mais vous pouvez aussi souhaiter lever la main pour intervenir directement et oralement. Toute question est utile et importante pour vous-même, puisque c'est vous qui la posez, mais aussi pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Et nous allons essayer de communiquer par ce moyen que vous connaissez maintenant depuis plus d'1 an à cause du Covid et cette pandémie, à savoir la visioconférence. Alors, un mot sur Parcoursup. Je suppose que vous êtes soit de terminale ou éventuellement de première. Si vous êtes de première, vous êtes donc dans l'anticipation, et ça, c'est parfait. Si vous êtes en terminale avec un bac cette année, eh bien, Parcoursup vous a effectivement occupé. Et vous avez bien sûr donc coché la case Institut de formation en pédicuripodologie, et je suppose que vous avez coché la case de l'école de Saint-Sébastien, en sachant que je sais que vous avez aussi la possibilité de faire d'autres vœux ou de solliciter d'autres instituts de formation en pédicuripodologie. Nous intervenons directement, bien sûr, sur le Parcoursup au niveau de l'Institut de formation par ce qu'on appelle une commission d'examen des vœux. Vous avez donc des pédicures-podologues qui soient de l'Institut ou extérieurs à l'Institut, qui analysent les dossiers qui sont, bien sûr, si vous voulez, sur Parcoursup. Alors, j'ai regardé ce matin. Ce matin, j'ai actuellement, si vous voulez, 335 candidats qui ont postulé pour, si vous voulez, en tout cas, ont coché la case IFPP, Institut de formation en pédicuripodologie de Saint-Sébastien. C'est donc 335 dossiers qui vont donc être analysés par cette commission d'examen des vœux. La question que vous pouvez vous poser, mon ambition, mon projet, c'est d'être pédicure-podologue. Quelles sont mes chances de pouvoir, si vous voulez, bien sûr, être admis ou admise? Cette commission d'examen des vœux pose bien sûr comme préalable, bien évidemment, si vous voulez, votre parcours de formation. Votre parcours de formation, c'est la première et les terminales. Ce sont bien sûr des notes. C'est certain que la notion donc scientifique, en tout cas de sciences des vies de la Terre, de la biologie, est un élément incontournable. Pourquoi ? Parce que un professionnel de santé pédicure-podologue, c'est bien sûr le fonctionnement du corps humain dans son ensemble. Et pour le coup, les sciences et vies de la Terre, c'est un élément important. Ceci dit, cette commission des vœux examine, bien sûr, et donne en tout cas des coefficients à des matières, qu'elles soient scientifiques ou qu'elles soient effectivement littéraires. Par contre,
cette commission des vœux attache beaucoup d'importance, et c'est fait pour vous, je suppose, puisque maintenant c'est clos, donc à la lettre de motivation. Ça, c'est un élément clé donc, dans l'élément déterminant donc, d'un classement, puisque ces 335 candidats seront classés. C'est bien sûr, si vous voulez, le résultat de votre travail, de votre lettre de motivation, de vos notes et de vos appréciations qui amèneront donc ce classement. Et une fois que vous serez classé, vous pourrez répondre positivement ou pas pour venir sur l'Institut de formation en pédicurie et podologie de Nantes. Enfin, moi, j'espère que vous viendrez sur l'IFPP de Nantes, enfin, tout cas, qui est à Saint-Sébastien-sur-Loire. Un mot juste pour terminer sur ce process d'admission. Vous avez bien sûr donc un institut de formation qui est associatif. Nous sommes très attachés avec l'Université de Nantes et avec le CHU de Nantes, mais nous sommes donc bien sûr associatifs avec un coût de scolarité qui n'est pas supporté par le conseil régional. Donc vous, personnellement, vos familles, vous êtes effectivement support en financement d'un coût de scolarité qui tourne autour de 7 500 € pour les 3 années. La formation, si vous voulez, en pédicurie podologie, elle est aussi à la fois académique, et c'est comme ça que je vais pouvoir donner la parole à Claudis Canvion. Elle est académique au niveau des cours magistraux, travaux pratiques et travaux dirigés, mais elle est aussi clinique au niveau du centre de soins, et nous faisons effectivement fonctionner, dans le bon sens du terme, une clinique de soins, d'où effectivement le coût très important que peut représenter cette formation. Donc, je vais ainsi, je n'ai pas eu le temps de regarder les questions par rapport à ça. Bonjour, n'hésitez pas à poser, oui d'accord. 335 candidats à l'intégration à l'FPP de Nantes à ce jour, c'est exact. On est bien d'accord. Je passe la parole à Claudis Canvion maintenant et n'hésitez pas à poser vos questions, bien sûr. Bonjour à tous. Je suis Claudis Canvion, je suis pédicure podologue, je suis cadre de santé formatrice et je suis responsable de la formation académique, c'est-à-dire la formation théorique et pratique en pédicurie podologie pour notre filière. Je vais déjà vous dire quelques mots sur la profession de pédicure podologue. En fait, le pédicure podologue, c'est un professionnel de santé et c'est un professionnel de santé à part entière. Ce que l'on connaît, ce que la population, le public connaît le plus de notre profession, c'est bien sûr le soin, ce qu'on appelle nous le soin instrumental et ce que les gens connaissent sous le terme de soins de pédicurie. Bien évidemment, ce sont les soins d'hygiène du pied. Mais attention, cette profession, elle ne s'arrête pas là. Ce serait très réducteur de la voir seulement avec les soins instrumentaux. Nous, les pédicures podologues, nous tenons compte de toutes les interactions entre le pied et le reste du corps. Et notre fonction première, ça reste le diagnostic de tout ce qui peut se passer au niveau des pathologies du pied, mais aussi au niveau de l'appareil locomoteur. On tient compte des interactions entre le pied et tout le reste de l'appareil locomoteur. Donc, on va avoir un rôle de diagnostic très, très important, une fonction, notre fonction, c'est de diagnostiquer tout ce qui pourrait se passer, tout ce qu'on appelle les troubles statiques et les troubles dynamiques de l'appareil locomoteur, et on va pouvoir agir par le pied sur l'ensemble du corps. Vous connaissez le terme semelles orthopédiques. Eh bien, les semelles orthopédiques que vont concevoir et réaliser les pédicures podologues, les orthèses plantaires, sont des appareillages qui vont, par le biais du pied, traiter, compenser des problèmes qui sont purement au niveau du pied, des pathologies comme une aponévrosite plantaire, une tendinite d'Achille, mais qui vont aussi intervenir sur la cheville, sur le genou, sur le bassin, sur le rachis. Vous aurez compris qu'on a vraiment un rôle majeur, en fait, dans l'appareil locomoteur et sa stabilité. Ses performances aussi. On a aussi une action des acteurs de la prévention, comme les autres professionnels de santé.
prévention, par exemple, de la chute de la personne âgée, mais aussi prévention dans le cadre de la prise en charge pluridisciplinaire de patients à risque, comme par exemple les patients diabétiques, comme les patients qui souffrent de maladies chroniques, hein, comme la polyarthrite rhumatoïde, la goutte. Vous verrez, vous apprendrez tout ça. Si vous entrez dans un IFPP, et en particulier chez nous, vous apprendrez tout ça. Donc, le pédicure podologue, cette profession, elle est multiple et variée et elle repose, quoi qu'il arrive, quelles que soient nos actions thérapeutiques, sur l'élaboration d'un diagnostic en pédicurie podologie. Voilà pour ce qui est de la profession. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, bien sûr, sur la profession. Moi, juste pour intervenir dans la continuité de ce que vient de dire Madame Scandion. Alors déjà, je me présente, je m'appelle Bruno Baumal, je suis responsable pédagogique des formations en kinésithérapie et en podologie. Dans la continuité de ce qui vient d'être dit, donc l'avantage de ces formations, c'est que ce sont des formations en alternance. Ah, donc, vous avez… Non, mais ça vient compléter ce qui a été dit, il n'y a pas de souci. Donc, ces formations en alternance permettent effectivement d'aborder dans ce qui est le champ académique, donc les enseignements institutionnels qui ont été déjà déclinés, toutes les fondamentaux utiles à la connaissance de l'individu humain standard, donc qui fonctionne normalement, qui n'est pas dans la pathologie. Et puis, en parallèle de cela, donc, ce sont des enseignements, bien sûr, qui sont faits par des médecins, des podologues, des chercheurs donc, qui interviennent dans le cadre de ces enseignements. Et en parallèle de cela, il y a l'ingénierie en podologie, donc, qui concerne toute la spécificité du métier, donc, qui vient d'être représentée, d'une part dans les techniques d'évaluation et d'intervention, mais aussi et surtout, comme ça a été souligné à l'instant, derrière vos capacités de raisonnement clinique. Le métier d'aujourd'hui n'est plus seulement un métier d'exécutant, où on répond juste à une commande technique, mais c'est avant tout un métier basé sur vos capacités de raisonnement. Donc, l'ensemble de la formation qui vous sera dispensée, donc si vous venez dans notre institut, effectivement, sera centré essentiellement en première intention à développer donc, vos capacités de raisonnement. Et ce qui est intéressant dans cette formation en alternance, c'est qu'en lien avec ce qui est développé donc, au sein de la clinique, c'est que vous avez la possibilité de mettre directement en lien avec, auprès des patients, accompagnés par une équipe de tuteurs, mais là, Cathy Freinet saurait mieux en parler que moi, vous aurez cette possibilité de mettre en exergue donc, toute cette démarche de raisonnement et bien sûr de développer vos compétences de savoir-faire en termes de pratique professionnelle. Justement, pour quelques mots sur la formation, que vous sachiez comment s'organise cette formation, comme l'a dit M. Baumal, c'est une formation en alternance. Autrement dit, vous allez avoir soit de la formation théorique et pratique, donc des cours magistraux, des TP, des travaux dirigés, des travaux pratiques, d'accord? Ça, c'est la partie formation théorique et pratique. Et soit vous allez vous professionnaliser, vous serez en stage, sur le terrain de stage. Et il faut savoir que la particularité des instituts de formation en pédicurie podologie, que ce soit Nantes ou les autres en France, c'est que comme notre profession est une profession que l'on exerce très, très majoritairement en activité libérale, eh bien, notre terrain de stage principal se trouve sur l'institut, au sein de l'institut. Et donc, je vais pouvoir répondre à la question, il n'y a pas de problème.
Et donc, vous serez encadré par des tuteurs qui sont des pédicures-podologues, qui sont des professionnels et qui vont prendre en soin des patients avec vous, pour vous accompagner dans votre professionnalisation, dans votre formation. La caractéristique de l'IFPP de Nantes, c'est que ces stages, cette alternance, on l'a voulu à part entière. Autrement dit, soit vous êtes en formation théorique et pratique sur une période donnée, soit vous êtes en stage. Et dans ces cas-là, vous êtes en stage du matin au soir, toute la semaine et plusieurs semaines d'affilée. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que dans les autres instituts, on est soit en stage le matin, en cours l'après-midi, ou en cours le matin, en stage l'après-midi. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Le fait d'être en stage, de venir travailler sur le centre de soins du matin au soir pendant plusieurs semaines d'affilée, ça vous permet d'acquérir une posture professionnelle et c'est pour ça qu'on a choisi de travailler de cette façon-là. Si j'insiste dessus, c'est parce que c'est quand même une caractéristique de notre IFPP à Nantes. Voilà. Alors, j'avais vu une question. Apprenons-nous à faire des semelles à l'ancienne pendant votre formation? Alors, faire des semelles à l'ancienne, déjà, je voudrais savoir ce que ça veut dire, mais je comprends ce qui peut se cacher derrière la question. D'accord. Pour information, nos étudiants, lorsqu'ils sont en deuxième année, nos étudiants de deuxième année, et Baptiste va pouvoir vous en parler puisque c'est son cas, hein, sont formés, alors bien évidemment au thermoformage et au thermosoudage, c'est-à-dire à faire des semelles moulées sur le pied du patient, parce que de toute façon, ça fait partie du référentiel sur lequel nous nous appuyons et que nous devons respecter. Hein, c'est la réforme des études qui veut ça. Hein, les IFPP ne font pas n'importe quoi, ils ne choisissent pas comme ça, sortis de leur tête de « tiens, pourquoi je ne leur apprendrai pas à faire ceci ou cela ?» Non, non, c'est beaucoup plus rigoureux que ça. Hein, nous avons un référentiel à suivre et dans le référentiel, nous apprenons tout ce qui est thermoformage et thermosoudage. Mais au-delà de ce référentiel, heureusement, nous avons un petit degré de liberté, nous pouvons décider certains enseignements spécifiques. Et à Nantes, quand on est en deuxième année, quand on est étudiant en deuxième année, on apprend aussi à la conception et la réalisation des orthèses plantaires assistées par ordinateur. Autrement dit, on approche l'impression 3D de la semelle. Je pense que ça doit répondre à la question qui m'était posée sur les semelles à l'ancienne. Alors maintenant, je peux quand même vous dire, puisqu'on en a discuté ne serait-ce qu'hier avec un tuteur et avec les étudiants de deuxième année, pour pouvoir concevoir des semelles, on va dire, entre guillemets, modernes, hein, je dis moderne par opposition à l'expression à l'ancienne, il faut être capable d'avoir déjà réalisé des orthèses plantaires. Donc oui, on a des TP où on apprend à faire les éléments de semelle, les associations d'éléments, pour justement ensuite être suffisamment compétent pour pouvoir passer à la 3D, par exemple. J'espère que j'ai répondu à la question. Est-ce que les stages se font seulement à la clinique de l'Institut ou est-ce qu'il y en a certains qu'il faut faire dans d'autres structures? Alors, la grosse majorité des stages se passent à la clinique du centre de soins, ce qui vous garantit une professionnalisation équitable pour tout le monde. Mais comme on travaille à 98% en activité libérale, vous aurez aussi à faire des stages en cabinet libéral. D'accord. Pour ce qui est des EHPAD, certains pédicures-podologues en cabinet libéral travaillent aussi en partenariat avec des EHPAD. Donc, quand vous choisissez comme terrain de stage ou comme tuteur de stage un pédicure-podologue qui travaille aussi en EHPAD, ben, vous allez avec lui, bien sûr. Alors, une particularité de la formation en pédicurie-podologie, il faut quand même le savoir, c'est une formation qui est très dense.
nous avons 59 unités d'enseignement. Les unités d'enseignement, ce sont ça marche comme à l'université en fait. Hein. Donc, vous avez des enseignements qui sont répartis par unité d'enseignement et il y en a 59. Donc, vous avez un programme qui est très, très dense, aussi bien en cours magistraux qu'en enseignement dirigé ou en travaux pratiques, et qui est aussi dense en stage. Parce que pour vous donner une idée, vous avez, pour obtenir le diplôme d'État, vous avez 985 heures de CM sur le référentiel, voilà, et vous avez plus de 1000 heures d'enseignement dirigé de travaux pratiques, et vous avez 1170 heures de stage. Et tout ça sur 3 ans. Donc, vous pourrez en parler avec Baptiste. Je pense que Baptiste sera mieux placé que moi pour vous apporter son témoignage d'étudiant de 2e année. Hein. Ce sont des années bien chargées, bien fournies. Hein. Monsieur Gasteuil? Oui, je suis là, c'est bon. Oui, c'est vrai que surtout la première année est très dense. C'est vrai que c'est surtout la première année, le premier semestre qui va être assez dense. Et après, le deuxième est aussi dense. Et bon. Après, nous, on est un peu particulier à cause du virus, du coup. On a eu des semestres un peu plus bizarres. Donc, c'est vrai que le deuxième et le troisième, on peut pas témoigner de ce que c'est normalement. Parce qu'avec les rattrapages, le deuxième semestre, il a été un peu plus allégé pour nous avec la visio. Et le troisième semestre avec les rattrapages. Donc, bon. Ça a changé, mais c'est vrai que le premier semestre va être assez dense, avec beaucoup d'écrits sur table. Donc, Quand Baptiste vous parle des rattrapages, c'est parce que comme il y a eu confinement l'année dernière, cette année, et qu'il était en première année, eh bien, cette année, pendant toute la première partie de l'année, on a organisé j'ai planifié des travaux pratiques pour qu'il rattrape en fait les enseignements qu'il n'avait pas eus. C'est pour ça qu'il vous parle de rattrapage. Ce n'est pas les examens, c'est les cours qu'on va essayer de refaire un peu plus tard, voilà, qu'on a reporté. Oui, pour aller dans ce sens-là, c'est 5400 heures de formation en 3 ans. C'est donc bien, si vous voulez, un projet qui va vous former à un métier. Et ce n'est pas un CV, c'est l'exercice d'un métier à l'issue du diplôme d'État. Donc, c'est dans ce contexte-là que le volume, effectivement, d'enseignement est important. Ceci dit, sur les 5400 heures, vous avez 60%, effectivement, qui est en présentiel, que ce soit dans des cours magistraux, travaux dirigés ou formation clinique. Près de 40% sont du travail personnel. Et là, M. Gasteuil peut vous en parler, c'est-à-dire que ce n'est pas suffisant que de venir en cours. Il y a effectivement à assimiler, à apprendre un certain nombre donc de connaissances théoriques et pratiques, bien sûr, mais surtout théoriques, chez soi. Et le travail personnel nécessite donc de l'organisation pour pouvoir faire face à ce projet de formation qui est le vôtre, plus bien sûr un projet de vie, car une fois que vous rentrez dans l'Institut, vous avez certes un métier à envisager au bout des 3 années, mais en même temps, vous allez grandir et vous allez faire du sport et vous allez vivre votre vie culturelle, sportive et personnelle. Donc, c'est un équilibre qui est très important et c'est là où les étudiants en pédiculture-podologie, pendant 3 ans, sont quand même intramuros et, si vous voulez, on est tous ensemble. Il n'y a pas de sélection, il n'y a pas à être l'un devant l'autre. Ce que l'on souhaite, c'est que tout le monde aille vers, effectivement, si vous voulez, l'obtention de ce diplôme d'État. Les examens, vous rentrez dans un système universitaire avec de toute façon une notion de semestre. Donc, un semestre, si vous voulez, c'est 30 CTS. Les crédits de transfert système, ce sont effectivement l'unité de crédit dans l'enseignement supérieur international. 30 CTS par semestre, 2 semestres, 1 année universitaire, 60 ECTS, 3 années, 180, c'est une licence. Ça, c'est important. Vous sortirez avec un niveau licence. D'autre part, puisque c'est une organisation par semestre, des unités d'enseignement avec une session d'examen, et à chaque session d'examen correspond une session de rattrapage.
Et d'autre part, il y a une règle qui dit que, bien sûr, pour passer dans l'année supérieure, il faut ces 60 CTS, si j'ai été suffisamment clair, mais il y a une marge quand même, si vous voulez, qui est autorisée réglementairement. On peut passer dans l'année supérieure avec ce qu'on appelle des dettes d'UE. Je peux laisser M. Gasteuil en parler, non pas pour lui personnellement, parce que je ne sais pas s'il a eu des dettes d'UE, ce n'est pas le souci, mais c'est que c'est un travail supplémentaire. Mais vous pouvez, si vous voulez, avoir 1 ou 2 unités d'enseignement où vous n'avez pas réussi à avoir la moyenne et quand même passer dans l'année supérieure. Le redoublement est exceptionnel. En règle générale, il faut le savoir. D'accord ? Donc, 2 sessions d'examen pour chaque unité d'enseignement, 30 CTS à acquérir, 60 CTS pour une année. On passe dans l'année supérieure et au bout des 3 années d'études, vous aurez 181 CTS auxquels on adosse un diplôme d'état d'exercice et vous serez effectivement professionnel en activité le lendemain. Enfin, il faut quand même s'inscrire réglementairement dans plusieurs institutions, mais vous pourrez exercer votre profession. En continuité de ce qui vient d'être dit là, et reprécisé à propos de la nature des épreuves écrites, dans la question posée, il faut savoir qu'on peut avoir effectivement des épreuves écrites sur table, des oraux pratiques et aussi des productions attendues de la part des productions écrites attendues de la part des étudiants. Donc ça se construit au fil des 3 années avec un niveau d'exigence qui va monter forcément au regard des acquis que vous aurez eus dans les années précédentes. Alors, je vois qu'il y a un jeune homme, Enzo, qui pose une bonne question et qui est là, pour le coup, une question difficile. Pourquoi je dis que la question est difficile? C'est que l'éducation nationale a modifié les bacs. C'est-à-dire qu'avant, c'était quand même facile, on faisait un bac S, voilà, on savait. Et maintenant, donc, les choses ne sont plus ainsi. Donc, c'est plus le bac qui m'intéresse pour répondre à Enzo, c'est quelles sont les matières dont on pense qu'elles sont nécessaires, importantes, pour avoir un prérequis pour faire des études de pédicure podologue. Il n'en reste pas moins que ça reste malgré tout le sciences et vie de la Terre, la biologie, mais je vous dis aussi physique. Alors, vous allez dire, voilà, la couleur, ça n'en est pas, la bac S. Pourquoi? Parce que le pédicure podologue, comme voilà, le pied, nous reposons sur nos pieds, l'équilibre part de là, si vous voulez. Il y a énormément d'éléments à acquérir sur la mécanique, sur la posture. Qu'est-ce qui fait que l'on court? Qu'est-ce qui fait que l'on marche? Qu'est-ce qui fait que l'on tient debout? C'est bien sûr à partir de nos pieds. Donc, ce n'est pas simplement s'intéresser à comment l'architecture du pied, c'est aussi à s'intéresser à un cerveau, à de la mécanique, à de la physique, à des contraintes. Donc, partant de là, je serais tenté de dire que je ne chercherai pas forcément un type de bac, mais je pense que si vous avez des matières à privilégier, c'est quand même des matières de raisonnement scientifique, si vous voulez. Et ça me semble difficile, je dis ça devant Claude Canvion, mais ça me semble difficile d'échapper à la science et vie de la Terre et à la biologie. Ça me semble difficile. Les mathématiques, je ne pourrais pas parler, mais je ne sais pas. Par contre, la physique, il faut quand même avoir un esprit scientifique. Maintenant, malgré tout ce que je viens de dire, quand on est un très bon lycéen en seconde, première et terminale, quelle que soit sa filière, je dis quand on est très bon, ça veut dire que l'on tourne, je n'ai pas peur des mots, à 14 de moyenne, 15 de moyenne. Eh bien, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas, si vous voulez, à récupérer des prérequis, si vous changez de direction après le bac. D'accord? Parce que vous avez acquis, à l'issue de votre terminale, une organisation de travail, une capacité de travail qui, si votre choix après le bac ne correspond pas tout à fait à ce que vous avez pensé, ce n'est pas grave, vous allez pouvoir récupérer. Par contre, si on est un peu dilettante, ce que je suppose que les 25 personnes qui sont présentes ne le sont pas, si vous êtes un peu dilettante sur la seconde, et sur la première et sur la terminale, l'entrée dans l'enseignement supérieur pose toujours problème. Donc, il faut être prudent. Pour rebondir là-dessus aussi, donc là, l'orientation était vraiment ce qui va vous servir comme prérequis pour faire ces études de formation en pédicurie podologie.
Ce qui va aussi être facilitant pour vous, c'est si vous avez des facilités dans la langue française à pouvoir écrire, hein, parce que forcément, vous aurez des travaux d'analyse, de restitution, de production qui vous permettront d'être un peu plus à l'aise sur le sujet. Et en ce qui concerne toute la littérature sur laquelle vous serez amené aussi à faire des recherches, la maîtrise de l'anglais, au moins de l'anglais écrit, vous servira aussi pour beaucoup dans votre formation. Une autre question importante sur la notion de master. Vous allez de toute façon avoir une licence adossée à un diplôme d'exercice professionnel en tant que professionnel de santé. Avec cette licence, vous pouvez effectivement poursuivre donc dans l'enseignement supérieur. Maintenant, être admis dans un master, c'est l'université qui décide. Et d'autre part, il y a des masters dans différents champs qui sont à la fois du scientifique ou qui sont, si vous voulez, des sciences humaines, par exemple. D'accord ? Donc, bien sûr que vous pourrez poursuivre après, en sachant que ce ne sera pas forcément un master en pédicurie podologie, comme il n'y a pas de master chez les infirmiers ou chez les kinés. D'accord ? Donc, le diplôme d'état de pédicure podologue est une chose, et ensuite, vous pouvez vous projeter sur un master dans des domaines qui sont peut-être un peu différents. En ce qui nous concerne ici à Nantes, on est en train effectivement de pouvoir permettre, si vous voulez, qu'un dossier d'un pédicure podologue diplômé de l'IFPP de Nantes, si vous voulez, que son dossier puisse être examiné en poursuite de master au niveau des STAPS. Alors pourquoi les sciences et techniques, activités physiques et sportives ? C'est parce que nous sommes très liés dans nos métiers, kiné comme podo comme kiné, nous sommes très liés, si vous voulez, avec l'activité physique. D'accord ? Aujourd'hui, on ne peut pas faire du sport sans avoir effectivement un pédicure podologue, un kinésithérapeute, un ostéopathe, enfin, voilà, l'aéropage qui est autour d'un sportif est très important. Dans le bon sens du terme, l'aéropage. Je suis enregistré, Paul, c'est ça ? Donc, à partir de là, vous pourrez poursuivre, d'accord ? Et ce sera d'autant plus facile d'être accepté en master que si vous avez malgré tout, là aussi, un profil pendant vos 3 années d'études, un profil avec des bonnes notes. Vous comprenez bien que sur 59 unités d'enseignement, si vous avez des rattrapages à 30 ou 40%, ce qui est possible en soi, bien sûr, c'est peut-être pas un très bon dossier pour être accepté en master. Là, l'université, c'est elle qui décide du niveau, si vous voulez, d'études, de motivation ou de projet. J'espère avoir répondu. C'était qui me posait ça? Je sais plus. Sarah, ouais, c'était Sarah, voilà. C'était Sarah. Il y a d'autres questions qui sont soulevées concernant certaines personnes qui ont des parcours, des compétences en anglais. Donc, et puis... Alors, pour les compétences en anglais, oui, si vous êtes en euro-anglais, ça va être un plus pour vous, pas forcément au niveau de l'admission, mais si le jour où vous êtes admis, ce sera un plus pour vos études. Pourquoi ? Parce que manier l'anglais, ça vous sera indispensable à un moment ou à un autre de votre formation, puisque nous allons nous référer systématiquement à la littérature internationale et aux articles scientifiques. Qui dit article scientifique dit littérature internationale. Donc, avoir un niveau d'anglais, c'est bien. Si on n'a pas le niveau au départ, il faudra le travailler à un moment ou à un autre de façon à acquérir le niveau d'anglais professionnel. D'accord ? Voilà. Il y avait une question sur le PACES. Le PACES, c'est intéressant pour d'avoir fait un PACES, oui, parce que vous avez déjà certaines bases de l'enseignement, notamment au niveau de l'anatomie, par exemple, qui vont vous être utiles parce que ce sera plus de la révision que de l'apprentissage pour vous quand vous serez en première année. Donc oui, avoir fait un PACES, c'est toujours intéressant, bien sûr. Pour en revenir à ce que demandait Enzo à propos du bac S ou ST2S, quelqu'un qui est motivé s'en sortira aussi bien avec un bac S qu'avec un bac ST2S. Le bac ST2S, c'est un profil de soignant. Et moi, je sais que c'est un bac qui m'intéresse bien parce que ce sont en général des étudiants qui ont un profil de soignant et qui vont avoir une posture de soignant. En ça, c'est très intéressant.
Par contre, c'est vrai que sur des unités d'enseignement comme l'UE 1.1, qui est la physique fondamentale et appliquée, au départ, ça va être un peu compliqué. Mais ce n'est pas parce que c'est compliqué et que ça demande du travail qu'on n'y arrivera pas. Hein, donc, il ne faudrait pas décourager tous ceux qui viendraient, par exemple, de ST2S. Et il ne faudrait pas penser, je viens d'ST2S, la podo, ce n'est pas pour moi. Non, il y aura ce sera un peu plus difficile que quand on arrive de S, où là, on a déjà fait pas mal de physique, bien évidemment, mais ça n'est pas pour autant rédhibitoire. Pour rebondir sur la notion de PACES, est-ce que c'est un avantage ou il faut le mentionner, par contre, il faut bien mentionner ça dans votre lettre de motivation de Parcoursup. En tout cas, ça va ressortir dans votre dossier, on va le savoir, puisqu'entre votre bac et votre demande de rentrée à l'IFPP, on va savoir qu'il va y avoir une année de PACES. Donc ça, on va le savoir. Donc, mais il faut bien quand même le mentionner. Ensuite, la situation sanitaire. Oui, là, pour le coup, ce n'est pas évident en ce moment, bien sûr, si vous voulez. Attendez un petit peu. Je pense qu'à la fin avril, je l'espère en tout cas, on libère un peu les mouvements de population, si je puis dire, et vous aurez la possibilité de venir voir effectivement l'Institut. Rien n'empêche que vous sollicitiez par le site Internet, si vous voulez, un rendez-vous. Et d'ailleurs, vous pourriez, et là je le dis à toutes les personnes présentes, vous pouvez toujours solliciter un rendez-vous individuel avec moi ou avec Madame Scanvion ou avec M. Baumel. Ce n'est pas un souci, si vous voulez, pour avoir des explications complémentaires. Elles sont sur la formation, elles sont administratives, elles sont financières. Voilà, vous pouvez toujours solliciter donc un entretien. Et par contre, individuellement, vous pouvez vous déplacer sur l'Institut, on est masqué et ça se passe très bien. Je vais laisser Commission parler de l'installation puisque les conseillères ordinales, alors c'est possible. Oui, je suis secrétaire générale du Conseil régional de l'Ordre des pédicures podologues des Pays de la Loire. Une fois diplômé, est-ce compliqué de s'installer? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous êtes mobile ou pas? Parce que, comme pour toutes les autres professions de santé, nous avons une démographie professionnelle qui est surtout liée aux régions. Si vous voulez vous installer dans une ville où se trouve depuis longtemps un institut de formation en pédicurie-podologie, ça va être beaucoup plus compliqué. Par contre, sur certaines zones qui sont dépourvues d'instituts de formation, ce sera beaucoup plus facile. Vous voyez ? Donc, ça m'est difficile. Je vous fais une réponse de Normand, je vous dis oui et non. Hein, parce que tout dépend de ce que vous voulez. Si vous me dites, moi je suis nantaise, je veux m'installer en centre-ville demain et avoir une super patientèle en faisant une création de cabinet, je vais peut-être vous dire que là, votre projet, il n'est pas très, très réaliste. Par contre, moi, j'ai dans mes anciens étudiants, des étudiants qui sont repartis dans leur région ou qui sont partis dans des régions différentes et qui se sont installés très rapidement et qui ont eu très vite une patientèle qui leur permettait de vivre. Mais tout dépend de votre projet d'installation. Alors, pour rebondir là-dessus, dans le cadre de la formation, il y a des enseignements et des unités spécifiques qui sont dédiées à cela. C'est-à-dire, vous aurez l'opportunité de travailler en collectif avec des groupes étudiants, d'autres étudiants, sur des projets comment mène-t-on un projet d'installation en cabinet libéral? Quelles sont les composantes que l'on doit appréhender? Et donc, vous serez aussi, dans le cadre de votre formation, préparé à cela. Et pour rebondir une deuxième fois, je voulais aussi, j'en profite pour dire que, comme ça a été précisé en introduction, la responsabilité d'un institut comme le nôtre, c'est le métier de pédicure podologue, c'est un métier qui appartient aux professionnels de santé, donc vous avez aussi une responsabilité à venir qui est d'être un acteur de la santé publique. Et il y a des enjeux aussi de défaut de soins dans certains territoires. Donc, avec la question de la mobilité, il y a celle désirée. Il y a aussi la responsabilité qui peut incomber aussi à un professionnel de santé d'apporter des soins là où il y a manque, pénurie de praticiens et de praticiennes. Alors, si les choses peuvent s'accorder spontanément, c'est encore mieux. Mais effectivement, il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. C'est important de vous rappeler que la pédicurie-podologie
vous faire entrer dans le champ des professionnels de santé qui sont mobilisés, qui ont été mobilisés. Je rappelle que les pédicures podologues ont été acteurs du Covid aussi, de la situation sanitaire. Comme tout professionnel de santé, il peut être mobilisé en situation de crise sanitaire, quelle que soit sa discipline. C'est une responsabilité de santé publique. Voilà, c'est l'illustration, il y en a d'autres. Voilà. Oui, c'est d'autant plus... Pardon, allez-y. C'est d'autant plus vrai, si vous voulez, que les pédicures podologues, comme bien sûr l'ensemble des autres professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, si vous vous intéressez à la santé, vous voyez bien qu'il y a actuellement une très grande problématique des déserts médicaux. Et ça, c'est le sujet de demain. Il est certain qu'on dit aux professionnels de santé, médecins comme auxiliaires médicaux, d'aller travailler dans la Creuse ou dans la Meuse, d'accord ? Peut-être pas là où on pense pouvoir travailler. Donc, il est possible que demain, il y ait des obligations qui soient données à l'issue d'une formation d'installation. On ne le sait pour le moment, il n'y a pas d'obligation. Si vous connaissez un peu la pharmacie, les pharmaciens ne peuvent pas ouvrir une officine comme ça. Ce n'est pas possible. D'accord ? Il faut qu'une officine ferme pour qu'une officine ouvre. On peut s'attendre dans les années à venir à ce qu'il y ait peut-être politiquement des décisions qui soient prises pour dire qu'il faut s'installer, il faut travailler un projet de santé dans tel ou tel endroit. C'est la problématique des déserts médicaux et c'est bien d'y réfléchir. Et dans le cadre de la formation, comme l'a dit M. Baumal, ce n'est pas inintéressant. Ensuite, pour les hôpitaux peuvent toujours, bien sûr, donc, embaucher des pédicures podologues, comme tout professionnel de santé. Statistiquement, il y a très, très peu de salariés temps plein, 100% salariés chez les pédicures podologues. Les statistiques sont au niveau de l'ordre des pédicures podologues, mais ceci dit, il y a beaucoup de pédicures podologues qui ont des temps partiels dans les structures hospitalières ou EHPAD, par exemple. Oui, il y a plus de partenariats avec des EHPAD, par exemple, que de postes à temps plein dans les hôpitaux. Dans certaines régions, il y a quand même des temps pleins, notamment en service de diabéto, ça arrive. Plus mi-temps d'ailleurs que temps plein, mais ça arrive. Il peut y avoir en diabétologie, dans des services bien spécifiques. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, on est quand même une profession à 98% en activité libérale. On ne fait pas partie des professionnels de santé principalement salariés et en particulier dans les hôpitaux. C'est loin d'être le cas. Donc, il faut quand même être assez lucide sur le mode d'activité quand on s'engage dans une profession. Je vous donne un exemple. Si dans votre tête, vous vous dites moi, je ne suis pas du tout fait pour être travailleur indépendant, je n'arriverai jamais à me mettre à mon compte, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est être salarié dans une entreprise. Je ne suis pas certaine que vous fassiez le bon choix en allant vers la pédicurie podologie, par exemple. D'accord ? Sur quoi faut-il appuyer pour notre lettre de motivation Parcoursup ? Déjà, c'est bien de nous informer que vous étiez avec nous aujourd'hui, que vous avez appris des choses aujourd'hui. Nous, on va s'intéresser, quand je dis nous, c'est la commission d'admission, on va quand même s'intéresser à des lettres de motivation dans lesquelles qui font apparaître que le candidat potentiel, il s'est déjà informé sur la profession de pédicure podologue. Vous voyez ? Donc ça, c'est intéressant d'essayer de nous montrer que vous savez des choses sur cette profession et qu'est-ce qui, a priori, vous intéresse dans la profession. Vous voyez ? Et qui dit lettre de motivation, dit motivation. Nous, on va chercher à savoir s'il y a une vraie motivation derrière. Oui, simplement, j'ai 3 mots-clés. Je pense, je ne sais pas qui posait la question, là, c'est Lisa. Oui. 3 mots-clés sur lesquels vous devez réfléchir. Santé, ça veut dire quoi pour vous ? Le soin, et le soin spécifique au niveau du pied, et l'aspect technique, car vous allez très vite, en 3 ans, être très vite confronté à la technique, à l'utilisation d'outils, si vous voulez, bien sûr, pour le soin à pédicurie ou de fabrication, si on est sur les orthèses. Donc, si ces 3 mots-là ont un sens pour vous, vous pouvez effectivement élaborer votre lettre de motivation. Et j'en rajouterai un qui me semble très important, c'est tout ce qui a trait au raisonnement. Parce que comme je vous l'ai dit, on est un métier de diagnostic. D'accord ? Voilà.
Est-il possible de se spécialiser après avoir obtenu son diplôme? Et on a comme exemple podologie du sport. Ben oui, mais attention, spécialiser, normalement les spécialités, hein, c'est le domaine médical, hein, c'est réservé aux médecins. Donc nous, on va plutôt parler de domaine d'expertise. Et oui, on peut choisir d'avoir une activité un peu plus orientée, par exemple, vers la diabétologie, autrement dit la prise en soin des patients diabétiques, vers la podologie du sport, où là, on va, par exemple, travailler, essayer de faire partie d'un staff, travailler avec une équipe sportive, que ce soit des footballeurs, des rugbymen, des handballeurs, que sais-je encore. Et il n'y a pas des femmes chez vous? Des handballeuses, des footballeuses? Oui, aussi. Oui, mais quand Non. alors moi, je travaille Non, à non, l'ancienne, donc je dis le terme masculin en généralité, mais bien évidemment, je n'exclus pas les équipes de femmes, heureusement encore. Donc, oui, vous pouvez faire de la podologie du sport. D'ailleurs, vous aurez pendant vos études, en semestre 6, c'est-à-dire à la fin des études, c'est un peu logique que ce soit à la fin des études, des unités d'enseignement où vous serez amené à analyser les formations qui sont proposées post-diplôme d'État pour aller vers des domaines d'expertise particuliers. Et ces formations, elles peuvent être diplômantes, comme certaines formations universitaires. Vous pouvez faire un DU, un DIU, hein, diplôme universitaire, diplôme interuniversitaire, un master, bien sûr, on en parlait tout à l'heure. Mais vous pouvez aussi avoir des formations qui vont vous orienter vers des domaines d'expertise bien spécifiques comme la diabétologie, la prise en charge de l'enfant, la prise en charge de la personne âgée, autrement dit tout ce qui est podopédiatrie, podogériatrie, voyez, des formations qui vont vous emmener à réaliser des appareillages un petit peu plus spécifiques. Hein. Oui, tout ça, c'est possible après le diplôme, bien sûr. Je vais donner la parole maintenant à Baptiste. Voilà, c'est ça, merci, j'allais transmettre. Oui, je me doutais. Vous glisser un mot sur la clinique de soins, peut-être, si nous avons encore le temps. Et Cathy Freinet. Baptiste? Oui. Oui, donc je suis Baptiste, je suis étudiant en deuxième année, je suis actuellement le… Micro. On entend très peu, Baptiste. Baptiste, on vous entend très peu. Hop, c'est bon là? C'est mieux. Donc je disais, je suis Baptiste, je suis étudiant en deuxième année et je suis actuellement le président du BDE. Donc le B2, notre rôle, ça va être de faire le lien entre les trois promos. On va s'occuper du gala, d'organiser le gala pour les troisième années pour la remise de diplôme, pour leur fin d'études. Et on va évidemment s'occuper de tout ce qui est un peu festif en temps normal. Donc des soirées étudiantes, de s'occuper faire avec d'autres écoles, s'occuper des soirées étudiantes entre nous, avec les kinés aussi, vu qu'on est avec les kinés à l'école. Donc si possible, faire des soirées avec eux, c'est quand même mieux. Et après, donc là aussi, on a des partenariats, et certains partenariats nous proposent des formations sur, par exemple, l'installation post-diplôme ou sur le choix des matériels ou de choisir comment et où. Donc c'est vrai qu'on s'occupe un peu de tout ça, des questions. Donc on s'occupe de tout ce qui est vie étudiante. S'il y a des événements, on peut essayer. Si vous avez même des idées d'événements, on peut essayer d'organiser ça, événements sportifs, tout ce qui est caritatif aussi, pour des associations. On fait Octobre Rose, on s'occupe d'Octobre Rose, le SIDAction souvent aussi en général. Donc voilà.